Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur l'hebdo des éditorialistes ce dimanche 19 mars 2023. Eh bien, nous sommes avec les collègues, hommes des médias qui commentent d'habitude l'actualité tous les dimanches par ici. Ils sont déjà présents. Je commence par ma droite, Charles Alban Daoui. Bonjour. Bonjour Théodule Ronsard, bonjour téléspectateurs. Très bien. Charles Alban Daoui, rédacteur en chef de Guérit Monde TV. Merci de répondre à notre invitation. Il nous est venu tout droit de Porto Novo. Eh bien, merci d'être là. C'est moi. Et très bien. Avec vous, Yves-Patrick Loco. Bonsoir. Bonsoir Théodule. Bonsoir aux téléspectateurs de ETélé. Bonjour Théodule. Très bien. Yves-Patrick Loco, journaliste à la radio nationale. Merci de répondre toujours à notre invitation. Et puis, l'homme de la conférence épiscopale, nous allons dire, Florent Rouessinon. Bonjour. Théodule, bonjour. Merci d'être là, Florent. C'est moi, c'est moi. Florent Rouessinon, il est le secrétaire de rédaction de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. C'est avec eux que nous allons commenter l'actualité de la semaine. Et puis, nous commençons par Patrick Loco, Alban Daoui. Oui, nous commençons par vous, Alban. Oui, l'actualité, vous savez, cette semaine-ci, elle a démarré avec cette visite du président nigérien au Bénin, tout juste après le retour du président Patrice Talon de la France. Eh bien, c'était une visite d'amitié et de travail, comme ça a été annoncé, sur invitation donc du président Patrice Talon, lundi 13 mars. Le président nigérien donc est descendu à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti et par la suite la visite s'est déroulée de 48 heures notamment. Une visite au cours de laquelle eh bien, les deux hommes d'État ont discuté de beaucoup de sujets et ils ont parlé, vous savez, entre le Bénin et le Niger, la coopération sur le plan économique et sur le plan du commerce, ça date de plusieurs années. Il y a plein de Nigériens vivant au Bénin, donc ils ont parlé de cela puisque les opérateurs économiques nigériens étaient à cette séance-là et ça leur a permis de poser leurs problèmes, lesquels problèmes trouveront sans doute des solutions puisque le président Patrice Talon n'a pas hésité à donner des réponses par rapport à cela. En dehors de ça, les deux hommes ont parlé également de questions de sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir que eh bien, le terrorisme sévit au Niger et progressivement, nous avons commencé à recevoir également les coups du terrorisme au Bénin, même si ce n'est pas encore à la dimension du Niger. Ils en ont parlé également. Il existe une coopération militaire entre les deux pays. De tout ceci, si vous le permettez, Charles Daoui, des 48 heures de la visite du président Mohamed Bazoum, quels ont été les aspects qui vous ont plu? Oui, moi sur lesquels ils ont échangé, qui, selon vous, porterait beaucoup pour les deux pays. Oui, ce qui a retenu mon attention, c'est cette déclaration du président nigérien quand il dit que le pétrole nigérien, c'est le pétrole du Bénin. Je pense que cette déclaration-là, il faut la retenir et il faut la noter quelque part parce que oui, vous savez, entre le Bénin et le Niger, il y a ce projet pipeline là qui permettra donc au Niger de faire passer son pétrole par le Bénin à des fins d'exportation. Et donc quand le président nigérien vient dire ça ici, vous comprenez que oui, pour les Béninois, pour un pays comme le Bénin qui n'a pas de pétrole, c'est forcément une bonne nouvelle. Et en dehors de ça, il y a cet accord-là qui a été signé entre les deux pays en ce qui concerne la mise en œuvre eh bien, d'un accord, de l'arrêt du 12 juillet 2005 qui est relatif eh bien, aux limites entre les deux pays. Entre-temps, il y avait eu, je dirais, un conflit entre le Bénin et le Niger en ce qui concerne l'île de l'été. Et donc, l'arrivée du président a permis de signer l'accord qui va permettre de mettre en œuvre finalement cet arrêt-là. Donc, je pense que ce sont ces deux éléments-là qui ont retenu mon attention. Voilà. Très bien. Merci à vous, Charles Alban Daoui. Yves-Patrick Loco, la visite du président Bazoum, quels sont les points qui vous ont intéressé? Le pétrole aussi? Le pétrole aussi, parce que le président nigérien qui déclare que le pétrole nigérien est le pétrole béninois, ça fait plaisir d'entendre ça, mais c'est pas la première fois que le Bénin et le Niger partagent des choses en commun.
l'enfant de cheminot que moi je suis. Oui, Je connais bien l'histoire. Ça, c'est vrai. L'histoire de l'organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer et de transport. Oui. Donc, la fameuse OCBN qui a vécu, malheureusement, qui n'existe plus maintenant. Donc, le Bénin et le Niger sont des pays frères qui partagent beaucoup de choses en commun. C'est vrai que le projet Pipeline Export Bénin-Niger qui concerne le pétrole nigérien, c'est pas un projet qui date de maintenant. Tout a été scellé déjà. La preuve, les travaux ont commencé. Les propriétaires de maisons à dédommager l'ont été. Il y a beaucoup d'emplois qui se sont créés et qui vont être créés par la suite. Ce qu'on retient, c'est que près de 300 milliards en termes de droits divers seront reversés au Bénin par an. C'est ça qui réjouit davantage. Sinon, on sait que le commerce entre le Bénin et le Niger, ça a beaucoup d'impact. Le Niger utilise notre port ici au Bénin parce que c'est justement un pays de l'Interland. Donc, il y a des devises également qui sont engagées par le port autonome du Bénin, c'est-à-dire par les impôts, par la Direction générale des impôts, par d'autres services financiers également. Donc, c'est dire que le Niger est un partenaire très important du Bénin. Et quand on a un partenaire important, il va falloir que davantage on s'occupe de lui, on s'intéresse à ses activités parce que sa prospérité fait la prospérité du Bénin. Donc le Bénin et le Niger ont beaucoup de choses à se partager, ont beaucoup de choses en commun et il faut réellement que la coopération bilatérale entre ces deux pays-là aille de l'avant. C'est vrai, il y a également les questions sécuritaires, mais qui n'ont pas été beaucoup développées. Vous savez, les questions sécuritaires, c'est des questions de couvent. On ne les étale pas devant les caméras, devant les objectifs ou bien devant les microphones. C'est des questions qui se règlent diplomatiquement. Mais toujours est-il qu'entre le Bénin et le Niger, il y a des accords. On se souvient que le chef d'état-major général des armées, le général Fructueux Baguidi, était il y a quelques semaines à Niamey pour signer un accord qui engage les deux pays militairement. C'est dire qu'on a beaucoup de choses à se partager et la venue du président nigérien au Bénin est une bonne chose. Et ça a fait que le Bénin marque également des points en matière de diplomatie. Vous savez un peu tout ce qui s'est passé à l'arrivée du régime de la rupture en 2016, la fermeture de beaucoup de représentations diplomatiques. C'est vrai qu'il y a des efforts ces derniers jours pour les rouvrir ou pour quand même marquer la présence diplomatique béninoise sur l'échiquier international. On se souvient de la sortie du président Patrice Talon sur les écrans d'une chaîne française. On se souvient de sa rencontre avec le président Emmanuel Macron. C'est dire que de plus en plus, le Bénin veut s'affirmer sur le plan diplomatique et c'est bien pour notre diplomatie. Oui, Florent Roussillon, c'est le pétrole qui vous a aussi intéressé ou bien les transactions qu'il y a eu au port ou la coopération militaire qui a été annoncée? Ce qui m'a le plus intéressé, c'est la reprise des relations diplomatiques avec le Niger. Parce que par le passé, il y a eu des dossiers sur lesquels les deux pays ne se sont pas tellement entendus. Et il fallait que les deux chefs d'État soient les chefs de file d'une négociation et d'une issue diplomatique et politique à ces conflits juridiques de par le passé. Vous savez, le Bénin en est arrivé jusqu'à la résiliation du contrat de la boucle ferroviaire. Et vous savez que quand le président Patrice Talon prenait les rênes en 2016, au cours de son premier mandat, il a traité ce dossier de guet-pied. Et il a envoyé en juillet 2022 des ministres, notamment Abdoulaye Biotchane, pour aller signer, aller négocier la résiliation du contrat de la boucle ferroviaire. Et cette visite du président Bazoum intervient la semaine juste après le fait que le porte-parole du gouvernement a déclaré que le dossier de construction des chemins de fer au Bénin est rangé au placard, faute de financement. Donc, il fallait
en réalité cette visite pour relancer les coopérations fraternelles entre le Bénin et le Niger et aussi relancer les relations diplomatiques afin que les deux peuples qui sont des peuples frères puissent continuer de semer et disons, de fumer le calumet de la paix. Et aussi, ce qui moi le plus m'a intéressé, c'est le fait que le président Bazoum a visité la zone industrielle de Glodjibé, pour voir un peu comment se formalise le génie béninois moderne. Parce qu'à Glodjibé, il a visité plusieurs stands pour constater que le Bénin de plus en plus fait des merveilles et le Bénin de plus en plus met à la disposition des pays de l'Interland des potentialités pour développer le commerce. Non seulement le commerce intérieur au Bénin, mais aussi le commerce au niveau de la sous-région. Et je dis que c'est un bon point que le président Patrice Talon a marqué en recevant son homologue. Je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'est le premier président sous-régional ou des pays. Ça fait bon signe pour la diplomatie béninoise. Très bien. Merci, Paul Charles Alban Daoui. Écoutez, il y a très longtemps qu'on a entendu les transporteurs nigériens se plaignent, en tout cas, de tout ce qui est tracasserie, d'abord au niveau du port, les marchandises, les conteneurs ou les marchandises qui subissent des surestaries, etc. Depuis quelque temps, on n'en entend plus parler et ils l'ont évoqué au cours des échanges, surtout au cours de la conférence de presse. Évidemment, ça a été dit parce que vous savez, quand vous parlez de tracasserie policière sur le corridor Bénin-Niger, qu'il nous souviennent tous que dès la prise de fonction du président Patrice Talon, ça fait partie des choses qu'il a tout de suite arrêtées. Donc, ils ne sont pas les seuls à ne plus s'en plaindre. Même les transporteurs béninois qui font ce corridor-là également ne se plaignent plus de cette tracasserie policière. C'est donc normal qu'ils le reconnaissent et qu'ils saluent cela. Bon, par ailleurs, ils ont relevé d'autres problèmes qu'ils ont dû soumettre. Et donc, le président Patrice Talon, en présence du président nigérien à cette occasion-là. Et je crois que la réponse qui leur a été servie quand même est une réponse qui leur donne espoir et qui leur permet de croire que oui, eh bien, ils peuvent toujours continuer à commercer formellement au Bénin sans se sentir sous la pression forcément de la douane. Parce que, il faut le dire, le président nigérien a rappelé également à ses compatriotes que oui, quand on est dans un pays, il faut respecter les règles établies dans ce pays-là. Il faut respecter tout ce qui est défini en termes de taxes, en termes de prélèvements d'impôts, tout ça. Et donc, tant que c'est légal, il n'y a pas donc à s'en plaindre. Donc je pense que, comme vous l'avez dit, des tracasseries policières, il n'y en a plus vraiment sur le corridor et je pense que bon, c'est une bonne chose, c'est à l'actif du président Patrice Talon. Très bien. En termes d'hospitalité, je crois qu'il n'y a pas de famille au Bénin aujourd'hui où on n'a pas eu par le passé un parent qui aurait qui serait resté dans ce pays au Niger, Zender, Niamey, etc. Patrick Loko. Dans chaque quartier, je crois, hein, si vous êtes à Porto-Novo ou à Cotonou, même à Parakou, il y a beaucoup de tontons Niamey qu'on appelle. Ça, c'était une parenthèse. Non, c'est dire que l'intégration entre les deux peuples est une réalité depuis des années, depuis des décennies. Il est même arrivé aujourd'hui avec les balises acquises avec la commission même. Il y a une commission paritaire entre les deux pays au niveau de la BGF où les frontières sont désormais délimitées. Sinon, vous avez des familles béninoises, vous avez des maisons béninoises à la frontière, dont le salon est au Bénin et la chambre à coucher est au Niger. Vous avez des écoles, vous avez des enfants qui sont qui sont béninois, mais dont l'école se trouve sur le territoire nigérien. C'est dire que l'implication, l'imbrigation et l'interpénétration entre ces deux peuples-là ne datent pas d'aujourd'hui. Et si vous faites le tour au niveau de Ganri,
pour acheter de l'oignon à ramener à la maison, ou si vous êtes amateur de dattes, même au quartier, si rapidement vous voulez prendre une ampoule grillée à la douche, vous allez, c'est forcément le Nigérien du coin qui a sa petite boutique, qui est dans son petit marché. Même les boutiques de divers, voilà, les cafétérias, voilà. Donc, ce sont eux. Et les Nigériens ont même remplacé les fameux shoemakers ghanéens à l'époque qui sont retournés pour la plupart au pays, parce que quand vous parlez avec votre shoemaker que vous rencontrez dans la rue, c'est un Haoussa ou bien c'est en tout cas un Zerman de Dosso, voilà. Et également le marché de moutons, n'en parlons plus. Oui. Donc, et c'est vice versa, hein, des Béninois aussi sont nombreux à Niamey. Donc, c'est dire que ces deux peuples frères partagent une fraternité séculaire, et il y a lieu de renforcer cette fraternité-là, de renforcer cette amitié-là. Et je crois que la visite au Bénin du président Bazoum s'inscrit dans ce cadre de renforcement des liens séculaires. Très bien. Florent Roussillon, ça veut dire que les Nigérians ils sont tranquilles au Bénin depuis des années. Vous l'avez observé avec nous. Bien sûr, bien sûr. Nous avons beaucoup de compatriotes du Niger qui sont au Bénin depuis des années, qui vivent, qui travaillent et qui gagnent même leur vie. Et je me souviens aussi, comme l'a dit Yves-Patrick Loko, de ces commerçants qui déambulent dans nos ruelles, qui même viennent toquer à nos portes pour nous proposer des services, des produits saisonniers. Et c'est très bien qu'au niveau étatique, que la chose reprenne, qu'il y ait cette ambiance, cette reprise de l'ambiance de fraternité qui se voit déjà là-bas entre les peuples. Yves-Patrick l'a dit tout à l'heure, il y a des Béninois qui sont à la lisière de la frontière entre le Bénin et le Niger, mais qui partagent des histoires, qui partagent toute une culture avec le peuple du Niger. Donc, c'est très bien qu'au niveau étatique, les choses soient ficelées afin qu'on ne retourne pas au conflit qu'on a eu par le passé. Très bien. Justement, par rapport à cette visite du président Mohamed Bazoum au Bénin, il y a eu une annonce que le président Patrice Talon a eu à faire pour, en tout cas, faire taire une polémique qui s'enfle depuis quelques jours. Patrick Loko, vous avez voulu nous en parler? Oui, on peut dire que le président Talon a sifflé à la visite de sa conférence, à la faveur de sa conférence de presse avec son homologue nigérien. Eh bien, il a sifflé la fin de la récréation. Il a mis un terme à ces rumeurs qui ont été amplifiées à l'approche du week-end dernier, je vais dire, parce que on a annoncé un remaniement ministériel en plein week-end. C'est de bonne guerre, hein. Vous savez, on a eu des habitudes par le passé. Quand il y avait beaucoup de partis politiques de quartier, quand il y avait beaucoup de partisans, il y avait beaucoup de gens quand même qui voulaient participer, c'est de bonne guerre, je viens de le dire, hein, au partage du gâteau. Eh bien, ce qu'on observait, c'est que un aussi. Voilà. Eh bien, ce qu'on remarquait à la fin des élections, au lendemain des législatives, c'est que soit des ministres qui ont été candidats à ces élections-là préfèrent aller siéger au Parlement. Aujourd'hui, on a remarqué que les 5 ou 6 ministres qui ont été élus députés à l'issue des législatives du 8 janvier 2023 ont tous préféré continuer au gouvernement avec le président Talon. Dès lors, je ne crois pas qu'il y ait encore une éventualité de remaniement. C'est vrai, certains diront qu'il y a des ministres qui sont allés à ces mêmes élections-là et qui ont échoué. Mais c'est le président Patrice Talon qui choisit qui il veut pour diriger avec lui. Et s'il pense que continuer avec ces gens-là va apporter du plus à sa gouvernance, c'est normal qu'il préfère continuer avec eux. Et c'est bien de sa part de pouvoir couler le bec à ceux qui
revendiquait à corps et à cri un remaniement ministériel, peut-être qui attendait de participer aussi à la gouvernance du pays. Mais ne l'oublions pas, c'est légitime qu'on demande peut-être à aller au gouvernement, encore qu'il n'y a pas que des postes ministériels qui peuvent être occupés par des partisans. Mais le chef de l'État, il a fait son premier programme d'action du gouvernement et son deuxième avec des gens donc qui sont déjà moulés dans une certaine dynamique, et ce n'est pas maintenant qu'il faut casser ce rythme-là parce que d'autres veulent bénéficier des avantages de la gouvernance, des avantages de participation à un régime avec à la clé des postes de responsabilité. Oui, Florent, oui, sinon, ça dit que le président de la République, véritablement, est à l'écoute du peuple et suit tout de près tout ce qui se dit, pour ne pas dire qu'il suit un peu les informations sur la toile. Ah oui, le président Patrice Talon, il est connecté. Il est connecté, il suffit seulement d'aller sur sa page Facebook pour comprendre que il suit l'actualité, il écoute le peuple. Et par rapport à cette annonce de ne pas remanier et le gouvernement, moi, la leçon que moi j'ai tirée, c'est que le président Patrice Talon s'est récompensé la fidélité. En 2016, lorsqu'il avait formé son premier gouvernement, il avait dit qu'il ne formait pas un gouvernement de remerciement, mais qu'il formait un gouvernement de compétences. Et quand vous voyez dans le gouvernement actuel, les compétences qui l'entourent, il serait très difficile pour lui de remanier son staff, son équipe. Parce que le président Talon s'est fait entourer de hauts fonctionnaires internationaux comme nationaux. Nous avons Abdoulaye Biotchani, par exemple, qui a fait la BCEAO, qui a fait le Fonds monétaire international, qui a été président de la BOAD. Donc, un ministre, il est entré au gouvernement depuis en 1998 avec le président Mathieu Kérékou. Donc, il sera difficile de se désolidariser d'une telle compétence. L'autre compétence dont on peut parler, c'est Romuald Wadani. Wadani qui a fait plus de 17 ans à Deloitte et qui a créé des réseaux qui sont bénéfiques pour le président Patrice Talon. Vous savez très bien que les emplois obligataires que le Bénin a lancés, le Bénin a réussi la plupart de ces emplois obligataires. Emplois obligataires auxquels le Bénin n'était pas habitué. Oui, il n'était pas habitué. Parce que de fois, ça a été longuement critiqué. Vous savez, Romuald Wadani est l'homme de crédibilité financière pour Patrice Talon, donc il serait difficile de se désolidaire de quelqu'un comme cela. Nous avons aussi le ministre des Affaires étrangères qui a fait le PNUD. Donc, il s'est entouré de cadres. Sans oublier Jean-Claude Rousseau. Oui, bien sûr. Sans oublier Gaston Dossou, oui, sans oublier aussi le ministre de la Santé, Benjamin Roupat. Donc, ce sont de grandes compétences, ce sont des intelligences qu'il a autour de lui, et donc il serait difficile pour lui de se passer pendant qu'il a encore besoin d'eux. Et il a dit que ceux-là servent très bien avec dévouement la République. Ce sont des éloges qui ne sont pas des éloges qui sont lancés comme cela, sont des éloges à l'endroit de cadres béninois qui mettent au service de la République leurs compétences. Et il faut saluer et remercier et demander à ce qu'ils continuent d'investir leurs compétences pour le bien de la nation. Oui, très bien. Oui, Charles Albandaoui, quand on observe le chef de l'État dans son style de travail, alors on constate que c'est au-delà de tout ce qui est compétence qu'il recherche, il y a aussi la constance qu'il recherche dans le positionnement de ces éléments. C'est-à-dire, ne change pas la constance de ces ministres qui maîtrisent bien le dossier. Ça, c'est aussi un atout pour bien diriger et bien conduire les affaires. C'est vrai, vous savez, je fais partie de ceux qui n'ont pas été surpris par la réponse du président Patrice Talon. Je fais partie de ceux qui ne voyaient pas venir un remaniement ministériel. Ah oui. Et je suis resté dubitatif. J'ai dit à ceux avec qui je discutais que tant que je ne verrai pas le remaniement, je n'y croirai pas. Okay. Et je pense que le président Patrice Talon a bien fait de siffler la fin de la récréation. J'ai comme l'impression que les Béninois, ou du moins les acteurs politiques qui travaillent avec le président Patrice Talon, sont avec lui mais ne le connaissent pas. Sinon que, à voir la façon dont le président Patrice Talon travaille depuis 2016, il n'était pas possible
d'envisager un remaniement ministériel à pareil moment. Parce que, vous savez, il est vrai que nous sommes au lendemain d'une élection législative et comme il était de coutume par le passé, on s'attendait forcément à des remaniements. Mais à voir déjà, hein, vous voyez que les députés ont été installés le 12 février. Oui. Bien avant cette date, tous les ministres qui avaient été élus ont déposé leur démission. Moi, ce geste-là m'a permis de conclure qu'il n'y aura pas de remaniement ministériel. Parce que l'équipe qui a été formée autour du président, s'il fallait modifier l'équipe, il n'y aurait pas eu ce geste-là. Donc à partir de ce geste-là, moi j'avais déjà tiré ma conclusion et tous ceux qui agitaient le remaniement ministériel le faisaient peut-être à des fins qu'on ne maîtrise pas. Oui, Patrice Talon, c'est la constance dans le travail, c'est la méthode, effectivement. Et vous savez, à l'entendre à cette occasion-là, c'est rare, ce n'est pas arrivé beaucoup dans l'histoire des chefs d'État au Bénin qu'un chef d'État félicite publiquement ses ministres, trouve que ces ministres, comment dirais-je, comblent ses attentes, trouve que oui, avec ces gens-là, il trouve son compte. Ce n'est pas déjà arrivé fréquemment, donc je pense que c'est quelqu'un qui sait être fidèle et qui ne change pas pour changer. Et il a dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Cette phrase-là, il faut la garder une fois pour de bon. Et tous ceux qui sont acteurs politiques et travaillant avec le chef de l'État, je pense que cette phrase-là, il faut qu'ils l'écrivent sur leur mur, sur un mur dans leur maison, pour dire qu'ils sont avec un homme qui ne fait pas les choses comme par le passé, ou qui ne change pas parce que bon, il a envie de remercier quelqu'un, il a envie de remercier un militant qui s'est montré, comment dirais-je, combatif sur le terrain. Non. Ce n'est pas sa façon de fonctionner à lui. Il a des objectifs à atteindre. Il a démarré avec des gens qui ont travaillé avec qui il a défini une certaine dynamique de travail. Et vous savez que quand quelqu'un de nouveau va venir, cette dynamique-là forcément sera cassée puisque l'intéressé va prendre du temps à entrer dans cette nouvelle dynamique-là. Donc, comme Yves-Patrick Lokoya le dit, il n'y a pas qu'au gouvernement qu'on peut servir la République. Les acteurs politiques qui souhaitent que, un remaniement ministériel soit fait, je pense qu'ils ont échoué sur ce terrain-là. Ils n'ont qu'à ouvrir d'autres chantiers et espérer que oui, peut-être que le président les normes dans les agences qui sont créées ou les sociétés qui sont créées. Sinon que le président Patrice Talon, il est clair dans sa tête que oui, avec les ministres actuels qui sont au gouvernement avec lui, il atteint ses objectifs. Il a fait le PAG1, il est en train de faire le PAG2 et seulement un an du deuxième mandat, je pense qu'il n'était pas vraiment opportun d'envisager un remaniement et il est fidèle donc à sa façon de voir les choses, à sa façon de travailler. Moi, je n'ai pas été étonné de l'entendre dire cela. Oui, une question à vous, hein, Yves-Patrick Loko, mais pourquoi avons-nous cette habitude de vouloir attendre des présidents et autres un quelconque remerciement quand on milite dans les partis politiques et on arrive à des niveaux donnés, on s'attend toujours, même les professeurs de haut niveau qui sont là, attendent toujours un remerciement. Mais pourquoi cette manière de faire cette habitude? Oui, parce que au-delà de servir, il y a, pour ma part, une question pas de remplissage entendu comme du vol ou du détournement. Non, mais c'est injurié, si vous le dites. Je mets le bémol en même temps, je dis, le remplissage, je ne l'entends pas en termes de vol ou de détournement. Je dis que on est financièrement à l'aise quand on est au gouvernement, par exemple. Donc, c'est peut-être une raison où vous voyez même de grands avocats, de grands hommes d'affaires, des professeurs d'université qui, relativement, doivent vivre mieux, jouer aux courtisans pour pouvoir aller au gouvernement, par exemple. Donc, c'est dire que c'est naturel et c'est une habitude ancrée dans la tradition béninoise depuis au moins le lendemain de la conférence nationale de février 1990, juste parce qu'il y avait beaucoup de courants, beaucoup de partis politiques, c'était le multipartisme intégral. Donc, il y a plusieurs courants qui gravitent autour d'un seul président de la République. Le président Nicéphore Soglo a voulu
rassembler autour de lui les partis politiques qui le soutenaient à partir de 91. Il a fait ce fameux appel de la rivière. Oui, voilà, il a demandé à toutes les biches de venir s'abreuver à la rivière. Il aurait pu avoir un modèle de concentration, de formalisation de grands groupes de partis soutenant les actions du chef de l'État, par exemple. Mais malheureusement, à partir de 96, quand Soglo a perdu le pouvoir, avec le retour de Mathieu Kérékou, ça s'est exacerbé, la création tous azimuts de partis politiques, et on disait même que chaque quartier de ville ou de village avait son parti politique. Donc si tous ceux-là qui soutiennent l'action d'un chef d'État veulent vraiment participer à sa gestion, c'est normal que pour contenter qu'il y ait remaniement à tout bout de champ qu'on attend à certaines périodes. Mais doit-on s'attendre, doit-on être forcément ministre pour servir son peuple? Je l'ai déjà dit, on n'a pas besoin d'être forcément ministre pour servir son pays, oui. Mais dans un pays où on considère que le ministre qui est haut fonctionnaire gagne beaucoup, certains légitimement veulent aller aussi gagner beaucoup. Mais alors qu'à côté, on peut servir en tant que membre de cabinet, en tant que conseiller technique, servir au niveau technique aussi, dans beaucoup de structures. Mais la bataille est rude. Et c'est pour ça que les gens veulent ici et maintenant et tout de suite aller au gouvernement, ce qui n'est pas possible avec... encore que maintenant, il y a deux grands blocs. Je veux parler du parti Union progressiste, le Renouveau, le parti du Bloc républicain et les autres partis satellitaires de la mouvance qui gravitent autour du chef de l'État. Ce n'est plus avant où on avait 117 partis, 120 partis et où tous les leaders voulaient être là. Parce que c'était même une lutte entre-temps. On dit... On en entend parler encore aujourd'hui. Les dernières législatives, on dit ce village-là n'a jamais eu de député. C'est la première fois que ce village-là ou cette commune a de députés. Donc les gens veulent avoir le poste ministériel pour leur village, mais est-ce que ça profite réellement au village? Ce n'est pas sûr. C'est ça. Voilà. Donc c'est la part du gain qui fait peut-être que parfois les gens veulent aller au gouvernement. Très bien. Et certainement que le chef de l'État, Florent Rossignol, veut démontrer aux Béninois que le pays n'est pas, il n'y a pas de, vous l'avez dit, en 2016 il a dit, ce n'est pas un gouvernement de remerciement. Le Bénin n'est pas un gâteau qu'il faut sectionner, etc. Et qu'il faut dire il dit encore qu'il faudra attendre longtemps pour ceux qui attendent quelconque remaniement. Ah oui, il faut attendre pendant longtemps. Parce que le président Patrice Talon est dans une cohérence des idées. Et pendant longtemps, les hommes politiques ou certains Béninois ont pensé que pour promouvoir les compétences, il faut créer un parti politique. Il faut faire le jeu politique. Et le président Patrice Talon, il n'est pas dans ce jeu-là de promouvoir les compétences à partir des partis politiques. Vous voyez, lorsqu'il a formé son premier gouvernement en avril 2016, quand vous faites le calcul, il n'y a pas en tant que tel de militants de partis politiques dans le gouvernement. En 2016 déjà. Et tout récemment, ou disons déjà à la fin du premier mandat, ils ont lancé un recensement des cadres nationaux. Et il y a un fichier national d'élection pour les cadres. Donc, la dynamique est que il ne faut pas partir d'un parti politique pour atterrir au sommet. Il faut avoir les compétences, il faut avoir les attributs, il faut aussi être un chevronné pour pouvoir aspirer à gérer, à gérer une parcelle du pouvoir dans la République. Donc, il faut comprendre en réalité que aujourd'hui, nous sommes dans une autre dynamique. Je me rappelle, lorsque Mme Claudine Prudencio a été
nommé à la tête de l'Institut national des femmes, vous vous souvenez qu'il a d'abord démissionné de son parti politique avant d'être nommé de l'autre côté. C'est la preuve que la politique politicienne, ça ne marche pas actuellement. Et il faut maintenant aller à un autre paradigme. Il faut suivre le paradigme aussi qui est en place, mis en place de promotion effective des valeurs. C'est cela. Très bien. Une question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que cette déclaration du chef de l'État ne va pas amener certains militants autour de lui à peut-être changer de donne, plus d'ardeur, mais c'est-à-dire une certaine réticence, ne plus se donner au travail convenablement? Est-ce qu'on ne pourra pas sentir ça parce qu'on se dirait, bon, dans l'autre, je ne sais pas ce que je vais gagner peut-être. Il y a, tu sais, oui, avant. Non, mais ça fait le problème, vous savez, ça fait le problème de ces gens-là, puisqu'ils sont avec un chef qui a défini sa ligne de conduite. Ouais. Donc, il faut s'y arrimer si on veut continuer à être avec lui. Et je ne pense pas que le président Patrice Talon soit dans ces genres de calculs. Je ne pense pas que Bon, je parle des cadres qui l'entourent, les cadres et autres, non, pas des ministres, mais les cadres justement, des partis politiques. Je vous réponds en disant que oui, cette déclaration fait des mécontents. Il y a rien. C'est clair que ça fait des mécontents, puisque il y a des personnes dans les partis politiques qui estiment que oui, vu la façon dont ils ont mouillé le maillot, ils ont milité, ils méritent que eux aussi ils soient promus. Et l'argument qu'on utilise, c'est que voilà, ceux qui sont là depuis 6 ans, depuis 7 ans, qu'ils ne bougent pas, donc il n'y a pas de nouvelle dynamique, qu'il serait bien que oui, que d'autres cadres dans les partis politiques soient promus. C'est normal que les gens réfléchissent ainsi, parce que vous savez, la politique, c'est aussi ça. Hein. On ne milite pas pour militer, on milite pour des raisons bien précises. Des jeux d'intérêt. Mais oui, il ne faut pas se cacher pour le dire. Oui. Donc, ceux qui font du militantisme le font parce qu'ils espèrent aussi quand même être promus à des postes. Et comme on l'a dit, il n'y a pas que des postes de ministres. Mais il y en a qui veulent ce poste-là parce qu'ils estiment que oui, certains ministres du gouvernement sont là depuis 2016 et qu'il est temps qu'on essaie de faire les choses autrement avec eux. Donc, je dis, cette déclaration du président Patrice Talon fait des mécontents, mais connaissant le président Patrice Talon, je pense qu'il n'a que faire de ces mécontentements-là, dès lors que, eh bien, il a un objectif à atteindre, le programme d'action du gouvernement, le développement, ça y est, c'est ça qui le préoccupe, et que s'il doit avoir des mécontentements parce qu'il ne change pas, et je pense qu'il préfère ce genre de mécontentement-là. Et je dirais qu'aujourd'hui, le président Patrice Talon, quelque part, il se sent en sécurité, puisque, ayant réussi quand même la réforme du système partisan, ayant réussi, eh bien, à faire en sorte qu'il n'y ait plus une multitude de partis politiques, je pense qu'il ne sent plus trop de pression. Les deux partis qui sont de la mouvance et qui sont dans la dynamique qu'il a tracée lui permettent donc de travailler convenablement et de ne plus subir les pressions d'acteurs politiques qui seraient en train de vouloir vendre leur militantisme à sa personne. Donc du coup, je pense que il se sent en sécurité, et c'est parce qu'il se sent en sécurité qu'il fait ce genre de déclaration. Il sait qu'il va le dire, les gens seront mécontents et que rien ne va se passer. Voilà. Très bien. Oui, Florent, des mécontents, oui, parce que y en a qui, dans les coulisses, l'avaient dit au cours des rencontres entre les responsables de ces partis politiques, de la mouvance, il a été clair, donc certains déjà. Il n'a pas encore eu l'occasion de lui dire publiquement. Ça a été l'occasion au cours d'une conférence à l'arrivée du président nigérien. Des mécontents, oui, il doit en avoir. Oui, il doit y avoir des mécontents. Il n'y a jamais de décision, il n'y a jamais de déclaration sans faire de mécontents. Et moi, je pense qu'il faut aller au-delà du mécontentement. Parce que le poste ministériel, même ceux qui sont à ces postes-là, si on leur demande même de déposer la démission du jour au lendemain, ils vont le faire. Parce que c'est une charge immense. Et c'est lorsqu'on n'est pas à ce poste qu'on aspire à y être. Mais une fois qu'on y est, il faut pouvoir être capable de démontrer qu'on a les compétences. Nous avons dans le gouvernement, depuis 2016, il y a eu que, à un moment donné, le président Patrice Talon a dû remercier certaines personnes dans le gouvernement. Et c'est parce que, bon, disons, à un moment donné, il a jugé que, bon, ceux-là peuvent servir ailleurs dans la République. Et il les a placés ailleurs. Donc, il faut aspirer au poste ministériel. Mais il faut aussi se demander si, au moment où le président Patrice Talon est là, on a encore les aptitudes nécessaires pour pouvoir remplir cette fonction. Parce que, oui, il faut être ministre.
Mais sous le président Patrice Talon, il faut vraiment avoir les compétences et les aptitudes pour y être. Très bien. D'autres, Patrick Hugo, dites-vous Oui. Sur cette question. Sur cette question-là, c'est forcément... on doit enregistrer forcément des frustrés. Hein? Il y a des gens qui estiment qu'ils sont là depuis, mais qu'ils n'ont jamais rien. Donc, ils vont peut-être se préparer à rendre le coup en 2026, mais pour l'instant, ils ont beau se fâcher, mais où est-ce qu'ils vont aller? Il n'y a pas de commande ailleurs pour... les sources sont taries ailleurs. Donc, je ne sais pas où ils vont aller. Ils vont peut-être ruminer leurs freins, ruminer leur mécontentement, rester, attendre toujours leur tour. Peut-être que ça peut venir avant 2026, on ne sait jamais. Les choses peuvent changer. Donc, se fâcher, oui, c'est légitime, mais c'est pour aller où, je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut quitter la mouvance, on peut quitter l'opposition pour la mouvance, c'est envisageable, mais avec tout le mercato qu'il y a eu avant les législatives de du 8 janvier dernier, je n'ai pas constaté que grand nombre de personnes ont eu à quitter un grand nombre de personnes a eu à quitter la mouvance pour l'opposition, c'est le contraire qui a été observé. Donc, on a beau se fâcher, on est obligé de rester. Mais il y a autre chose que j'avais oublié de noter, si vous le permettez, très rapidement. Bon, rester 10 ans au gouvernement, au même poste aussi, ça peut constituer un risque de stagnation. On a toujours fait la même chose, donc on risque de ne pas innover, de ne pas créer. Heureusement que le gouvernement dans son ensemble a une boussole qui est le PAG, et le PAG permet quand même d'avoir des activités pour pouvoir avancer. Sinon, il y a ce risque-là de stagner, de faire de la routine, j'allais dire. Mais ça ne gênerait pas, non, vous avez parlé tout à l'heure de boussole. Oui, il y a une boussole, heureusement. Ça tourne, il y a beaucoup d'activités. Voilà, encore qu'il y a certains ministères où la plupart des activités est désormais est désormais du ressort des agences. Donc, toujours est-il qu'on travaille dans les ministères, mais il y a le PAG là qui permet quand même d'avoir des activités à mener. Très bien, merci à vous Yves Patrick Loco. Nous allons aborder le troisième sujet avec vous, Florent Ouessounou. Il s'agit donc du professeur Joël Aïvo qui dénonce ces conditions de détention. Oui, Théodule, c'est mardi matin que je suis tombé sur sa lettre, une lettre adressée au ministre garde des Sceaux, Séverin Kenom, depuis le 8 mars dernier, pour lui faire part des conditions de détention et des empêchements qui sont faits à ses proches et à ses doctorants pour aller le visiter. Et il commence déjà par le refus opposé aux députés de l'opposition d'aller le voir, 20 députés de l'opposition qui ont décidé d'aller rencontrer Joël Aïvo à la prison, et que l'administration pénitentiaire aurait refusé. Donc, même dans la lettre aussi, il a fait part d'un certain nombre de choses, des griefs qui ont été, disons, des arguments qui ont été avancés par l'administration pénitentiaire, notamment le motif de Covid-19, pour pouvoir maintenir encore les députés, disons, les détenus de la prison dans une certaine sécurité. Et moi, quand j'ai lu la lettre, rapidement, si vous le permettez, ce qui m'est arrivé à l'esprit, c'est que je me suis dit, il ne faudrait pas qu'on en arrive à une querelle entre personnes. Parce que quand vous lisez la lettre de Joël Aïvo, il s'est carrément adressé au ministre garde des Sceaux. Comme si c'est le ministre Séverin Kenom qui rétrécit tout ce qu'il a comme droit et comme liberté. Et je pense qu'il faut en arriver à l'esprit de pardon. À l'esprit de pardon, il faut que, quoi que grande soit la faute de Joël Aïvo, il faut en arriver à pardonner.
Et à la fin de sa lettre, ce qui m'a réjoui, c'est qu'à la fin de sa lettre, le dernier paragraphe, il a consacré à la pénitence. Et nous sommes dans le temps de carême, temps de jeûne, de partage et de charité. Et il faudrait que le gouvernement saisisse ce temps-là pour pouvoir pardonner. Parce que quand vous lisez bien la lettre, il va aussi être dans une démarche de pardon. Et il faut qu'on en arrive là, je pense. Très bien. Charles Bandaoui, ça c'est... Merci à vous, Florent. Oui, Charles Bandaoui. Oui. De l'abdominal à la croix qui parle. Le pardon, ça ne nous étonne pas. Vous savez, oui, le pardon c'est vrai, mais avant d'en arriver là, il faut relever que, comme le disent certaines personnes, ils se demandent, mais est-ce que Joël Aïvo, est-ce qu'il est vraiment en prison? Puisque avoir la façon dont on parle de lui et dans les médias, la façon dont des messages de lui parviennent à l'opinion publique, il y en a qui se posent la question de savoir est-ce qu'il est vraiment en prison. Et avant de répondre à votre question, je dirais que, vous savez, la prison, le fait d'être prisonnier, c'est également une affaire d'état d'esprit. On a comme l'impression que l'intéressé est libre dans sa tête, et il est libre dans son esprit, et c'est un peu l'état d'esprit des personnes peut-être qui ne se sentent pas forcément coupables de ce qu'on leur reproche. Bref, c'était une parenthèse. Donc du coup, la lettre, elle est assez longue, hein, vous savez, ça fait pratiquement, je crois, 11 pages, et il relève que, oui, il y a des empêchements qui sont faits à des personnes qui veulent lui rendre visite, et qu'en tant que prisonnier, il a des droits qui sont bafoués. Il faut rappeler sur cette émission qu'effectivement, oui, les prisonniers ont bel et bien des droits, et celui qui en parle, c'est quand même un homme de droit, et il sait quels sont les instruments juridiques qui sont à la disposition du Bénin, et qui sont des instruments même d'ordre international, et qui permettent donc à un prisonnier de jouir de ses droits. Et donc, quand il parle ainsi, quand il fait des griefs, je suis tenté de donner du crédit à ce genre de grief. Quand il dit par exemple qu'il est obligé de recevoir ses enfants debout derrière une grille, on se demande si tous les prisonniers de la prison civile de Cotonou reçoivent leurs parents dans ces conditions-là. Parce que la réponse que l'administration pénitentiaire a eu à lui faire, c'est que oui, tout ce qu'il dit n'est rien de nouveau et que ce sont les règles auxquelles tout le monde est soumis. Cela reste à vérifier. Est-ce que tous ceux qui sont prisonniers régulièrement condamnés sont traités de cette façon-là? C'est donc à vérifier. Et donc, quand comme l'a dit Florent, il rend le ministre de la Justice responsable de ces conditions-là, je pense que, bon, c'est de bonne guerre. Il est en prison parce qu'il a été condamné, et il y a un ministère de la Justice, il y a un ministre à la tête qui, forcément, définit des règles ou bien fait appliquer les lois qui sont en la matière. Et je pense qu'également il serait temps que, une fois que ces personnes ont été condamnées, qu'on ne leur donne plus de la matière à discuter sur les conditions dans lesquelles quand même ils sont détenus. Que l'on le veuille ou pas aujourd'hui, Joël Aïvo n'est pas un prisonnier ordinaire. Il n'est pas un prisonnier comme tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que, on ne cesse de parler de leur situation. Et donc, il en est conscient. Et donc, du coup, chaque fois qu'il sent le besoin quand même de parler, il sent le besoin de dire que ce qu'il vit n'est pas ce qui doit être, et il le fait. Et pour taire peut-être les rumeurs, il serait bien que l'administration pénitentiaire parle et nous dise clairement comment les choses doivent se faire. Puisque là, si un prisonnier a la possibilité de donner son opinion, de faire connaître ses opinions, l'administration pénitentiaire doit pouvoir éclairer les Béninois également sur les conditions que l'on pourrait faire à un prisonnier. Parce que ce n'est pas parce qu'on est prisonnier qu'on doit être privé de tout. On est prisonnier, on est privé de sa liberté, mais il y a des choses auxquelles on doit avoir accès. Vous savez, il y a des gens, des pays dans lesquels des gens en prison ont fait des études et ils sont allés jusqu'à soutenir des mémoires ou des thèses. Et donc, vous voyez, dans la lettre, il parle de ces étudiants qu'il reçoit et qu'il encadre, chose qu'il n'arrive plus à faire actuellement. Je me demande si au Bénin, la législation
prive vraiment un prisonnier de toutes ces choses dont on est en train de le priver? C'est une question que je pose et je pense qu'il est temps que l'administration pénitentiaire puisse parler aux Béninois. Organiser des conférences de presse, la sortie. En tout cas, qu'ils puissent parler aux Béninois pour que les Béninois quand même soient situés. Vous savez, bon, on ne parle pas de l'autre qui est à Misrité, mais c'est un peu les mêmes choses de l'autre côté où on se plaint aussi des conditions dans lesquelles on est détenu. Donc je pense qu'il est temps que l'administration pénitentiaire puisse parler et on ne peut pas se contenter des réponses laconiques qui ont été données à la lettre du professeur Joël Aïvor, 11 pages, une lettre de 11 pages, avoir la réponse laconique donnée par le directeur de l'administration de l'agence pénitentiaire. C'est pas bien. Il est temps qu'il parle, il est temps qu'il nous dise concrètement quand on est prisonnier, quels sont les droits, quelles sont les choses auxquelles on a droit et de quoi est-ce qu'on est privé concrètement. Très bien, merci. Oui, Yves-Patrick Loko. L'esclave qui ne fait rien pour briser sa chaîne doit être tenu seul responsable de sa condition. Je paraphrase ainsi feu capitaine Thomas Sankara pour dire que Joël Aïvor, il vit certaines conditions et il est obligé de les dénoncer. Donc, il ne l'aurait pas fait, qu'il aurait été tenu seul responsable de cette condition-là. Donc, c'est déjà bien. Et ça prouve même que c'est un intellectuel de revol qu'on a en face de soi. Une lettre si bien élaborée, bien écrite. Ça veut dire que on a l'impression, comme l'a dit Alban tout à l'heure, que ce n'est pas quelqu'un qui est en prison, qui écrit. C'est quelqu'un qui est libre dans sa tête. Et c'est ça l'intellectuel. Dans cette lettre-là... Je dis ça fait un contraste entre ce qu'on lit sur la toile et... non, pas du tout. Il vit des conditions. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui n'aurait pas pris la peine de cet exercice épistolaire-là. Mais il aurait pu peut-être adresser, et là c'est personnellement que je vois les choses ainsi, adresser son réquisitoire, si je peux le qualifier ainsi, cette lettre-là à toute l'administration judiciaire béninoise et ne pas personnaliser peut-être sa lettre qu'il a adressée en personnalisant au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ce que je retiens également de cette lettre, c'est que le professeur Joël Frédéric Aïvor a été très altruiste, très généreux, puisque n'a pas parlé seul de son cas, de sa situation, et il a parlé de la situation des personnes de la situation carcérale en général, de ces personnes-là qui sont en détention provisoire préventive depuis des années, dont le cas n'est pas encore connu par les cours et les tribunaux. Donc c'est dire qu'au-delà de sa personne, c'est à tout un système qu'il se préoccupe, c'est à toute la maison justice, je peux dire les choses ainsi, que le professeur Aïvor s'intéresse, et c'est bien de sa part de pouvoir permettre même à l'opinion de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nos maisons d'arrêt et de nos prisons. Donc c'est bien si il peut avoir une oreille attentive à ces préoccupations du côté de l'agence pénitentiaire du Bénin ou également du ministère de la Justice. Ce serait une très bonne chose pour que les droits d'un prisonnier qu'il constitue soit réellement respecté, parce que le prisonnier a également des droits. Oui, n'oubliez pas que c'est un professeur de droit qui est en train qui connaît bien ce cours. Est-ce que c'est un rappel des cours de droit qu'il est en train de faire? Bon, c'est vrai qu'il est constitutionnaliste, il n'est pas privatiste, mais toujours est-il que, bon,
en réalité, la Cour constitutionnelle aussi, qui ne fait pas du droit privé, elle peut, en matière de respect des conditions de la personne humaine, ça peut être ça, c'est sa matière d'ailleurs. Donc, on ne dirait pas qu'il fait des rappels de cours de droit constitutionnel, mais c'est de sa situation qu'il parle. De l'autre côté, Rekia Madougou, qui vit peut-être la même situation que Joël Aïvo, aussi, elle a même fait des propositions au chef de l'État. Elle a proposé même d'être l'une des têtes pensantes pour mettre en œuvre quelques propositions qu'il a faites au gouvernement. C'est dire que au-delà de leur situation, ils ont quand même à l'esprit d'écrire, de maintenir le contact, et c'est à leur actif. Il faut les féliciter, mais il faut demander également à l'administration judiciaire de pouvoir faire quelque chose, surtout pour les visites qu'ils reçoivent dans des conditions qui ne sont pas très appropriées. Très bien. Oui, Florent parlait tantôt de pardon. Oui, Alban? Oui, le pardon, oui, vous savez, le pardon, c'est important dans la vie. Les personnes dont nous sommes en train de parler ont été condamnées, et la seule personne capable de les pardonner, afin que, eh bien, ce pardon-là s'exprime de façon juridique, et je pense que c'est le président de la République. Il faut s'attendre peut-être que, bon, ils finissent par se décider à accorder ce pardon-là, si tant est que c'est ce qu'il faut pour que, eh bien, les Béninois, je ne sais pas, ceux qui estiment que la situation qu'on leur a fait n'est pas une bonne situation, si c'est ce qu'il faut pour que, bon, on puisse retrouver les réflexes qui nous permettent de vivre ensemble. Je pense qu'il faut en arriver là. Le pardon, oui, il faut le faire. Il faut accepter qu'on a été offensé, mais également il faut accepter de faire le pardon. Et la période dans laquelle nous sommes est une période propice, comme l'a dit. Et là, Alban rejoint Florent. Oui, il faut bien que ça arrive. Très bien. Oui, merci à vous. Patrick Lecouam, est-ce que vous avez un dernier mot très rapidement par rapport au pardon? Par rapport au pardon, il faut rappeler, comme l'on dit, mes confrères sur ce plateau, nous sommes en pleine période de carême chrétien. Donc le pardon, c'est également une bonne chose, mais on pardonne à celui qui peut-être reconnaît qu'il a fait quelque chose. D'accord. Bon, il y a matière encore à discuter. À discuter. Oui, Florent, merci. Est-ce que vous avez 30 secondes aussi? Oui, vous savez, quoi que grande soit la faute de Joël Aïvo, il faudrait que le chrétien président Patrice Talon intervienne. D'accord. Très bien. Merci. Merci à vous, Florent Roussillon. Je rappelle que vous êtes le secrétaire de rédaction de l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Merci d'être venu ce dimanche. Charles Alban Daoui, rédacteur en chef de Guérit TV Monde. Merci d'être là. Vous nous êtes venu de Porto Novo directement. Merci d'avoir fait la traversée. Et puis Yves Patrick Loco, journaliste à la Radio Nationale, était aussi de la partie. Mesdames et messieurs, c'était votre plateau de tous les dimanches, hebdo des éditorialistes. Merci de nous avoir suivis. La suite du programme, c'est à suivre.